Bonjour tout le monde. Enchanté, donc c'est parti pour petite intervention. Donc je m'appelle Thomas Thibault, je suis ravi d'être là, c'est la première fois, enfin en même temps il y a eu deux sessions, donc ça va. Donc peut-être avant de commencer, je voulais juste vous montrer, moi je suis designer et cofondateur de la coopérative de design numérique Praticable, qui est un studio composé de designers, philosophes, développeurs, qui est basé à Paris, à Bordeaux. On est né en 2013. Et notre site est praticable. Vous pouvez éditer, changer, supprimer, déplacer les trucs et tout. Et donc cette présentation est réalisée avec notre site web. Donc voilà. Et donc juste, en fait, vous pouvez scanner soit ce QR code, soit mettre ce lien. Et si vous êtes sur desktop, alors c'est dommage pour un événement sur mobile, mais sur desktop, vous pouvez modifier, rajouter vos propres notes, supprimer tout ce que je dis qui est chiant sur ma présentation, vous pouvez le faire allègrement. Donc voilà, super. Je laisse là le temps parce que c'était peut-être un petit peu vite. Et donc je suis designer, cofondateur de ce studio, et en fait je commène un projet de recherche avec des chercheurs et chercheuses en informatique, en design et en IHM, interaction machine. J'y reviendrai après, mais un projet de recherche en design sur les formes d'un numérique écologiquement contraint, avec un labo du CNRS, l'Université de Strasbourg et nous. Et donc voilà, alors, du coup ce que je vais faire, parce que notre site est trop bien, on peut faire tac, diapo. Hop. Donc, je vais vous parler de numérique, de paramètres écologiques, mais donc je vous préviens, il va falloir parler un peu forcément d'écologie. Donc, attention les éco-anxieux, éco-anxieuses, je vais un peu péter l'ambiance à un moment, je vous préviens, mais je vais essayer de garder le sourire comme ça. Et avant ça, je vais faire quand même une petite aparté avec mon équipe pour mettre en lumière un sujet qui me semble un peu important. Par rapport à cet événement et d'autres, c'est celui de la représentation des femmes dans la tech, puisque il y a eu, si vous l'avez vu et après dans le programme, il y a assez peu de femmes dans cet événement. Il y a à peu près 10% de femmes. Bon, c'est pas nouveau et je sais que ça arrive souvent, c'est pas juste le cas de cet événement, mais si on n'en parle pas, on ne bougera pas, rien ne bougera. Donc, je sais évidemment que dans le secteur de la tech, la part des femmes est très faible. C'est comme ça, mais c'est aussi lié peut-être à une représentation très masculine du milieu qui y contribue. On sait qu'il est difficile, pas forcément impossible, pour un événement de cette taille de proposer une prog un peu plus paritaire, parce que aussi il n'y a pas énormément de candidatures par rapport à des grands événements, donc peut-être moins de choses, je sais pas. Et je sais aussi qu'être attentif, ça peut demander aussi plus d'énergie pour l'équipe. Je sais aussi qu'organiser ce genre d'événement, ça demande du boulot, mais rien ne changera si on ne fait pas ça. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette petite aparté sur la parité représentative un peu homme-femme, qui ne suffit pas à traiter le fond du problème. Elle se joue aussi, bien sûr, ailleurs. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est un peu un message à toutes celles et ceux qui organisent des tables rondes, des séminaires, des conférences et compagnie. Je voulais vous proposer quand même 2 pistes pour inverser un peu cette tendance. Peut-être la première, c'est essayer d'aller chercher les femmes. S'il y a peu de candidatures de femmes, c'est peut-être aussi parce qu'elles osent moins prendre la parole, sans avoir forcément moins de choses à dire, se sentent peut-être moins légitimes dans des événements qui sont essentiellement masculins, peuvent peut-être moins se libérer aussi, peut-être parce que, je sais pas, par exemple, elles sont moins bien payées. Donc dans ce cas, il faut consacrer un peu de temps à la curation en allant les solliciter directement. Ça demande plus de travail, je sais que les bénévoles, on n'a pas beaucoup dans les événements et ce temps est précieux. Mais voilà, il y a plein d'assos, plein de labos, plein d'entreprises qui ont des sujets pointus portés par des femmes. Je pense à Exodus Privacy, par exemple, qui pourrait être une idée pour l'année prochaine, qui bosse sur la vie privée des applications Android, qui est une asso vraiment assez ouf. Ou Access 42, qui travaille sur l'accessibilité et plein d'autres. Et si ça vous intéresse, il y a un site qui s'appelle Les Expertes avec des femmes qui parlent de sujets extrêmement pointus qu'on peut contacter. Voilà. Deuxièmement, et après j'ai fini sur ce sujet-là, j'ai fini moi, ça continuera quoi. Mais parfois, il suffit juste de poser aussi directement la question aux intervenants. Il est rare qu'un travail soit le fruit en fait d'une seule personne, et quand il s'agit de le rendre public, souvent les mecs s'y collent. Dans notre candidature, on avait laissé le choix de le faire par un homme ou une femme.
On n'a pas eu la demande en ce sens, je ne sais pas, peut-être pour plein de raisons, j'en sais rien. Et on a vu un peu trop tard cette disparité on n'a pas eu le temps d'échanger ma place, mais voilà. Donc peut-être demander aux intervenants, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être que voilà, ça peut être une piste. Bref, ces quelques mots sont dits, c'est aussi parce que j'aime ce genre d'événement. Je pense qu'ils ont leur rôle à jouer comme tous les autres. Et voilà. Donc revenons à nos moutons et parlons d'éco-conception, où comme je disais, on va parler d'abord d'empreinte du numérique. Alors, sur l'empreinte du numérique. Donc le numérique, comme toute infrastructure technique, est bel et bien matérielle. Sa particularité, c'est que en fait, cette infrastructure, on la déplace un peu loin de nos yeux, loin des yeux des usagers en tout cas. Mais comme toute infrastructure, le numérique produit des impacts environnementaux et pas des moindres. Alors on pourrait parler de l'extraction des matières premières dans les mines industrielles de plus en plus gigantesques, ça c'est au Chili. Pour extraire des concentrations de plus en plus insignifiantes, avec une débauche d'énergie inversement proportionnelle. On voit les petits villages en dessous qui sont engloutis, c'est pour les mines de lithium ici. Aujourd'hui, il faut 500 fois le poids d'un smartphone en matière première pour le fabriquer. Et il va falloir extraire d'ici à 2050 3 à 10 fois les niveaux actuels. Alors il y en a qui disent qu'il faut par exemple extraire dans les 35 prochaines années plus que ce qu'on a extrait depuis l'Antiquité. C'est quand même pas mal. Sans oublier en fait une multiplicité des métaux en fait demandés, qui est toujours plus grande à cause de modèles de développement, notamment la miniaturisation, qui demandent des alliages toujours plus complexes et performants. Avant, une brasure, donc ce qui permet de souder des composants, c'était 2 à 3 métaux. Aujourd'hui, il en faut 5 parce que c'est plus petit et qu'il faut toujours garder une connectivité, une précision et une performance aussi grande. Donc chaque augmentation de performance s'accompagne d'une croissance de sa matérialité et des effets de l'extraction. Que ce soit la pollution des sols, de l'air et de l'eau, et des conséquences graves sur les populations locales, la faune, la flore. Là, c'est un village qu'on a viré, c'est la mine Poyeni. En fait, on les a virés, on écoule en fait directement les boues, qui sont les déchets, enfin, c'est genre les boues chargées en métaux, qui sont des déchets des mines industrielles, qui sont déposés à Maine-la-Vallée. Donc voilà. Sans oublier des choses aussi un petit peu fun, sans oublier l'exploitation et l'esclavage de 40 000 enfants, on compte à peu près, dans les mines artisanales. C'est pas la mine industrielle, hein, ce que je vous ai montré c'est industriel, mais dans les mines artisanales c'est ça. Et des violences physiques et sexuelles faites sur ces populations, hommes, femmes, notamment dans l'extraction du cobalt au Congo. Voilà. On pourrait parler aussi des 436 câbles sous-marins, qui à eux seuls font 32 fois le tour de la Terre. On pourrait parler des antennes, des points réseau, du réseau filaire terrestre. On pourrait parler aussi de la fabrication des terminaux, qui sont de plus en plus nombreux et puissants. Il y en a 800 millions en France et une estimation de... Alors, 800 millions en France, hop. Et ça c'est la répartition. Et 70 milliards dans le monde, y compris objets connectés, à horizon 2050. 2025, pardon. C'était quoi là je crois qu'il y a une erreur. Non, c'est 2025, c'est bon. Et donc voilà, on fabrique de plus en plus de terminaux. La durée de vie est quand même assez ridicule quand on y pense, comparé à l'effort incroyable que ça demande en fait pour les produire. Par exemple, un smartphone, ça nécessite plus d'une centaine de sous-traitants pour fabriquer un téléphone. On a besoin entre 40 et 50 métaux et matières premières différentes. J'ai mis après ou pas? Ouais, non, c'est après. Et pourtant, la durée de vie, c'est à peu près c'est entre 2 et 3 ans en France des téléphones, des smartphones. J'ai des pots de confiture qui, je pense, ils ont une durée de vie 2 fois plus longue chez moi. Donc voilà. On pourrait aussi parler des data centers, alors, qui sont grands, enfin toujours plus grands, qui consomment en moyenne l'équivalent. Alors c'est pour les gros, c'est des grosses moyennes, il y a plein de tailles. Mais ça consomme l'équivalent en électricité d'une ville de 25 à 100 000 habitants, quand un data center se pose quelque part, et d'une quantité d'eau toujours plus importante. Pourquoi? Pour les refroidir. Par exemple, ça c'est un gros data center, l'équivalent d'un gros data center de Google. C'est 790 baignoires par heure,
ou 3 millions de litres d'eau par jour. Donc voilà, j'ai fait des petits emojis. En fait, c'est plein de petites de ta vie, je vous les repartagerai si ça vous intéresse. Et donc, ça consomme beaucoup de quantité d'eau, que ce soit en ville ou en plein désert de l'Arizona, comme c'est le cas pour ce data center de Google. Alors, on pourrait aussi parler du trafic et du poids, toujours croissant en fait, de nos logiciels, qui, en augmentant de façon exponentielle, augmente également la taille de l'infrastructure et demande des appareils plus puissants à renouveler. Je trouve ça rigolo, mais la page d'accueil du site Apple est plus lourde que la mémoire de cette iMac iconique. On pourrait parler également des déchets du numérique qui augmentent 3 fois plus vite que la population. Je crois que c'est 20 kilos en France de déchets numériques que vous produisez par an. Alors, ouais, déchets, ça peut être plein de choses, pas juste ordinateur et smartphone. Et ça représente dans le monde 7300 fois la masse de la Tour Eiffel par an. Et en fait, la plupart est perdue, enfouie. Quand c'est collecté, on en collecte seulement 17% dans le monde. Il y a une partie, on va remettre en circulation, etc. Il y a une partie qu'on va recycler, mais en fait, on n'en recycle qu'une infime partie. Moi, j'ai visité un peu des centres comme ça. En général, ils envoient après pour du raffinage les broyats de composants. Ils récupèrent 4 métaux sur les 40-50. Or, cuivre, palladium, argent. Donc voilà, on pourrait aussi parler de l'empreinte du numérique en France qui, si on ne fait rien, va tripler d'ici 2050. Je dis bien tripler. Donc ça, c'est en gros ça prend sur l'objectif de bilan carbone de 2050. Aujourd'hui, c'est déjà 25%. Si on le transpose à notre objectif, ce qu'on devrait dépenser en fait en tonnes de CO2 par personne par an, en 2050. Reviens par là, toi. Non, ça va, ils s'en vont pas. En 2050, ça pourrait tripler. Donc, et puis dans le reste, dans les petits grilles, il y a encore plein de choses. Se nourrir, se loger, se transporter, etc. Donc ça va tripler alors qu'il faudrait diviser par 6 notre empreinte en France. Alors on pourrait parler de tout ça, mais bon, je n'ai pas tellement le temps. Enfin, on pourrait, on va en parler après. Peut-être certains d'entre vous connaissent un peu la chanson. Et puis surtout, vous allez m'accuser d'avoir pourri votre journée. Donc je m'arrête là et je vous mets quand même un petit chien mignon, comme ça, ça va mieux. On est bien là. Alors attention les sponsors. Tant pis. Tant pis pour les sponsors. J'espère qu'il n'y avait pas un gros investisseur qui passait par là à ce moment de la vidéo. Ouais. Alors, parlons directement des leviers. Alors, bien que la majeure partie des impacts du numérique soit liée à la fabrication des équipements, l'impact du numérique en France, par exemple, c'est 80% lié aux terminaux, fabrication et tout. Mais en fait, il ne s'agit pas juste de faire des objets réparables ou reconditionnés. En fait, il y a des choix dans nos interfaces, des choix de fonctions, je pourrais passer ça, des choix de fonctions, des sites plus lourds et des applications plus consommatrices en données, en énergie. Ben, ces choix-là, ces sites plus lourds jouent sur l'obsolescence des terminaux et leur renouvellement en les saturant et en demandant toujours plus de capacité de calcul. On finit alors par changer par des smartphones, des ordinateurs plus puissants, en même temps qu'on augmente la taille de l'infrastructure réseau, parce que réseau et data center, pour pouvoir supporter ces usages, qui en retour permettent des usages plus consommateurs, comme des contenus plus haute définition, la 4K, la 8K, et ainsi de suite, et demandent des appareils plus puissants, et ainsi de suite. Ça fait une genre de boucle, en fait, comme ça, qu'on appelle le paradigme de la corne d'abondance. Donc ça veut dire que pour ralentir le renouvellement des terminaux et l'augmentation de leur performance, il faut pas, il faut aussi jouer sur les applications, les sites web et compagnie. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce consortium qui s'appelle Limite Numérique, avec, comme je vous disais, un laboratoire d'informatique du CNRS, l'Université de Strasbourg et les designers de nos studios, qui donc a un projet qui s'intéresse au numérique et limites planétaires, qui s'intéresse à quoi ressemble un design ou à quoi ressemble la conception d'un numérique qui s'inscrive dans ses limites. Pour aller voir, on a un petit site qui ressemble un peu pareil. Voilà.
Donc l'un de nos travaux a été de nous pencher sur les applications mobiles et notamment sur la manière dont elles, la manière dont elles nous permettent d'avoir la main ou non sur ce qu'elles calculent, envoient de données ou orientent de nos usages. Comment elles pourraient nous permettre ou non de cultiver une pratique plus écologique du numérique. Donc on a regardé comment elles nous laissent régler et surtout comment elles nous laissent paramétrer le numérique. Et ces enjeux sont d'autant plus forts sur mobile, là où les concepteurs et conceptrices ont l'habitude de réduire les marges de manœuvre parce qu'il y a moins de place, parce que voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est un extrait des résultats de notre enquête avec quelques pistes de design. On est encore en train de les travailler, donc j'espère qu'il y aura peut-être des erreurs, des trucs, mais normalement ça va. Et donc voilà, donc quelques pistes pour penser autrement une paramétrisation écologique du numérique. Alors avant, juste point vocabulaire, quand je parle de paramétrage, je parle de changer un paramètre, et quand je parle de paramétrisation, je parle du fait de concevoir un paramètre. Donc voilà, ça paraît bizarre un peu le mot paramétrisation, mais voilà. Premier constat. Une absence d'intention écologique dans la paramétrisation. Alors, bien que certains paramètres puissent avoir des effets potentiellement écologiques, en réduisant l'échange de données, le stockage nécessaire, etc. En fait, ils ne sont jamais pensés avec cette intention. Un paramètre n'existe que dans une approche, on pourrait dire, consumériste ou performative, en tout cas, du numérique. Si la réduction, elle est très souvent présentée comme une version dépréciée des performances maximales que peut nous offrir la technologie. Et si à économie, elle est un peu souvent d'ordre financière, voilà. Donc si on parle d'énergie, souvent c'est dans un onglet performance. Exemple, on attend les exemples. La qualité des images, par exemple, se retrouve toujours dans affichage, performance, accessibilité, etc. Jamais on a vu ça dans écologie. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant qu'elle soit dans ces endroits-là, c'est juste un constat de les paramètres ne sont jamais présentés sous le mode écologie. Sur Samsung, la résolution de l'écran est paramétrable, ce qui influe sur la durée de vie de la batterie, ça demande moins de calcul. Mais en fait, c'est pas du tout marqué. En fait, il n'y a aucun compromis ou avantage présenté à la réduction de cette résolution. Pourquoi diable je changerais cette résolution? Je ne sais pas. Donc s'il n'y a pas de compromis, il n'y a peut-être pas d'écologie. Dans les pistes de solution, une première étape serait de penser les paramètres existants en tant que paramètres ayant des potentiels effets écologiques, et pas juste une option d'affichage de performance, mais je reviendrai sur les pistes. Deuxième gros constat, une compréhension réduite des effets des paramètres. En gros, le vocabulaire simpliste, qui est partiellement conditionné par l'espace limité sur mobile, un vocabulaire trop technophile, un vocabulaire un peu ambigu, empêche de savoir ce que fait réellement un paramètre, un changement de paramètre. Et donc d'entrevoir un potentiel effet écologique ou consommateur. Je ne parle pas juste de comprendre l'effet en termes de CO2, juste de percevoir ce que fait le paramètre juste tout simplement en termes d'augmentation du nombre de mégaoctets, des choses comme ça. Exemple. Sur Spotify, il est assez difficile de percevoir l'effet que produit un changement de qualité des morceaux sur leur poids. Par exemple, entre très élevé ou haute ou normal, aucune idée de ce que ça fait. Et même en termes de qualité audio, en fait, il n'y a rien pour le montrer au moment où on fait le paramètre. Et d'ailleurs, on se rend compte que le changement entre très élevé et haute est quasi imperceptible à l'oreille humaine, sauf si vous avez un casque à 3000 € et votre métier c'est d'être musicien. Bon, là, vous l'apercevez, mais il faut y aller quand même. Donc ça, il n'y a aucune raison à ne pas mettre très élevé ou haute. En plus, maintenant, on a des forfaits à 100 Go, 200 Go, 300, aucun intérêt. Pourtant, ça a un impact. Idem pour la vidéo sur YouTube, j'ai pas mis là, mais où il est parfois possible de mettre du 4K sur un écran qui en fait ne supporte pas du tout le 4K, et donc l'option est pourtant là. Et la plupart des gens ne connaissent pas en fait la résolution maximale de leur écran. Ou encore, ça c'est la fonction économie de données. Bon, vous savez peut-être ce que ça fait, mais en vrai, personne ne sait ce que ça fait vraiment. C'est quoi les données dont ça parle, combien elle économise, si je l'active ou pas, est-ce que mon forfait, est-ce que ma consommation va vraiment réduire? Spoiler, bof, parce que c'est surtout du background, bref. Un peu dans les pistes de solutions. Bon,
Donc là, c'est un travail un peu de design, mais ce sont des pistes. L'idée, c'est aussi des pistes un peu radicales qu'il faut peut-être se réapproprier. Mais voilà, donc travailler sur l'aspect visuel des paramètres ou leur interaction pour comprendre les effets au moment où l'on paramètre. Par exemple, ici, c'est un exemple tout simple d'indexer l'ordre de grandeur du poids sur le temps nécessaire à la validation d'un paramètre. La même chose avec du scroll, où plus je scroll, enfin en bas, je sais pas, du coup plus ça prend du temps à activer le paramètre. Également, bon, plein de trucs, là c'est en cours de route, c'est des pistes, mais de pouvoir en fait comparer les qualités, les poids des contenus au moment en fait où on le paramètre dans Spotify ou dans YouTube pour de la vidéo, ou voilà, de l'image, etc. Bon, vous remarquerez qu'on essaie de présenter plus des effets en termes de flux de données plutôt qu'en termes de CO2. La raison, c'est qu'il est aussi assez difficile de calculer le poids CO2, l'empreinte carbone de certains usages comme la lecture de vidéo. Et puis, comme je l'ai dit avant, en fait, il n'est pas question que de CO2, il y a plein d'effets rebonds sur l'augmentation de l'infrastructure, sur le renouvellement des téléphones, etc. Et en fait, le CO2 dans le numérique, c'est une toute petite partie. Enfin, le numérique, c'est beaucoup plus c'est multifactoriel en termes d'impact. Et en revanche, peut-être qu'il serait possible, les idées qu'on avait, c'est de travailler sur une méthode de la consommation du web. Parce qu'en fait, cette empreinte dépend bien sûr du nombre de données transférées et donc de la qualité d'une vidéo, par exemple, que je choisis, mais aussi du moment où vous la regardez. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est, par exemple, si beaucoup de monde regarde en même temps ou utilise en même temps un service, il va falloir conditionner les serveurs pour pouvoir accueillir ce pic de consommation. Donc, ils vont être dimensionnés en fonction de ce pic. Donc ne pas utiliser des services numériques en heure de pointe, c'est un effet alors individuel qui est un peu minime, mais collectivement qui peut permettre de réduire l'impact. On a aussi le moment où on consomme, en fait, suivant si le mix électrique est plus ou moins carboné, suivant s'il y a de l'énergie non renouvelable, du nucléaire, ou alors il y a du charbon, des centrales à charbon qui arrivent, etc. Bon voilà, ça, il y a dans des pays où cette intensité carbone varie énormément. On peut aussi avoir le moment, en fait, en moment de canicule, les serveurs ont besoin encore plus de refroidir. Et pourtant, ils peuvent être très sollicités et en fait, ils vont demander encore plus d'eau. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est ça, c'est se dire, tiens, il y a peut-être des moments où, quand il fait très très chaud, en fait, la consommation est plus élevée. Donc, tous ces événements peuvent nous informer sur des moments de consommation auxquels on peut faire une note moyenne ou une couleur moyenne qui nous permet d'ajuster en fait en fonction de la qualité de son contenu, par exemple. Et du coup, voilà, suivant si je suis à un moment de pic, peut-être que le jaune va devenir rouge, etc. Donc l'idée, c'est de se poser en tout cas la question de la qualité par rapport à son usage, mais aussi à son impact à un moment T. C'est un truc qui est qui n'existe pas et qui pourrait être intéressant. Un choix par défaut problématique. Le problème, c'est que le choix par défaut des paramètres, donc que vous choisissez, concepteur, conceptrice, c'est toujours l'option la plus consommatrice et performante, la plus consommatrice en énergie et en données. Ce choix par défaut est d'autant plus important que peu de personnes prendront le temps d'aller parcourir et modifier leurs paramètres. On peut expliquer ce choix par un souci pour les concepteurs de montrer le meilleur d'une application, d'une technologie, d'un matériel ou d'un contenu. Mais en fait, répéter sur des millions, voire des milliards d'appareils, ça peut avoir un impact non négligeable dans l'écosystème numérique. Exemple. À gauche, si vous n'avez jamais changé votre qualité de photo, c'est toujours celle qui a le plus de mégapixels, bien que le nombre de mégapixels, bien que la qualité d'une image dépende bien plus de la qualité du capteur que du nombre de mégapixels. Enfin, au bout d'un moment, en fait, on n'a pas besoin d'autant de mégapixels, sauf si vous faites des affiches. Voilà. À droite, il y a des nouvelles fonctionnalités, donc ça c'est sur YouTube à droite, des nouvelles fonctionnalités d'app comme éclairage de cinéma sur YouTube, le truc en haut, qui en fait projette les couleurs de l'image en flou derrière le lecteur, et ça s'étale un peu sur la vidéo, qui demande énormément de calculs.
bah, elle est activée par défaut. C'est une nouvelle fonctionnalité, mais vous ne le voyez pas, et elle est activée par défaut, et elle contribue à augmenter le calcul de votre appareil. On peut aussi citer la lecture automatique de vidéos et bien d'autres choses. On observe néanmoins que dans les applications libres, il y a quand même, le choix par défaut est un peu moins basé sur la consommation, parce qu'aussi leur modèle ne dépend pas forcément sur la captation de données. Par exemple, sur NewPipe, qui est une alternative libre à YouTube, la lecture automatique est désactivée. Dans les pistes, très simplement, peut-être montrer que quelque chose est par défaut, qu'il a été modifié ou pas, tel un peu un saut sur un objet ou un lien déjà visité. Voilà, ça peut être peut-être ça, de dire quel est le, si les choix par défaut sont les plus des concepteurs, conceptrices sont les plus consommateurs, peut-être le montrer que ce choix a été fait par défaut. Peut-être aussi une idée, c'est choisir aussi son par défaut, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un paramètre revienne toujours à mon par défaut au redémarrage de l'appli, du téléphone ou d'une certaine durée, de sorte que si jamais j'oublie de remettre un mode plus sobre, ça revienne tout seul. Moi, ça m'arrive des fois, je dois désactiver le mode économie de données, même si je ne sais pas à quoi il sert, parce que en fait, je ne peux pas faire du partage de connexion et quand je l'enlève, il ne se remet pas. Voilà. Ou bien, non, je n'ai pas d'exemple, enfin, j'ai pas de visuel, mais ou bien pouvoir au téléchargement choisir le par défaut, non pas de l'appli, mais d'une communauté, d'une ONG, plein de choses comme ça. Autre exemple aussi, peut-être de choisir le par défaut d'une qualité de vidéo sur YouTube sur toute une chaîne, enfin pas juste une vidéo. De se dire, voilà, en fait, si c'est une chaîne de musique, une chaîne de ciné ou une chaîne de tuto, on n'a pas besoin de forcément la même qualité. Donc on peut, pour éviter aussi de changer à chaque fois la qualité vidéo pour chaque vidéo. Quatrième constat, une accessibilité et une dispersion confusante. Donc de manière générale, trouver un paramètre, c'est pas super simple à faire parce que les paramètres sont lexicalement et formellement différents entre les applications, ce qui demande un effort de réadaptation constant. Chaque application les nomme et les range un peu à sa façon, et on considère que cette question d'accessibilité est importante dans la mesure où le paramétrage permettrait des pratiques mobiles plus écologiques. Et ce problème d'accessibilité renforce la question du choix par défaut en plus. Exemple. Sur Twitter, la qualité des images est dans Twitter ou autre, c'est pas que Twitter, mais la qualité des images est dans une page très éloignée et dans un nom de catégorie peut-être un peu confusant, affichage, langue, accessibilité. Pire, sur Netflix, la qualité des vidéos sur l'application web, elle n'est pas sur la vidéo, elle est dans compte, après mon nom de compte, et après dans contrôle parental. Voilà, je trouve ça très bizarre. Dans les pistes, nous ce qu'on propose, ça peut être pourquoi pas de renommer ces modes, de pouvoir choisir le nom de ces paramètres, de ces catégories pour mieux les retrouver, peut-être penser à eux. Là c'est un mode, mais le mode avion n'est pas obligé de s'appeler mode avion, dans la mesure où très peu l'utilisent pour de l'avion. Il peut s'appeler mode déconnexion, mode renoncement, ou même économie de batterie. On peut aussi donner la possibilité de ranger ces paramètres ou les classer, je l'ai mis là, ou les classer dans un panneau de favoris accessible n'importe quand. Imaginons on a sur la droite mes paramètres favoris et que je peux c'est un peu le cas en fait à gauche, mais j'ai assez peu de marge de manœuvre sur le truc en haut là, ici qu'on a souvent en haut dans les appareils, mais je peux rajouter d'autres trucs mais pas beaucoup quoi. Peut-être aussi créer ses propres modes rassemblant l'état de plusieurs paramètres. Et un moyen de faciliter l'usage d'un paramètre. Je l'ai mis où? Ah non, c'est ça, bon, moi je l'ai pas mis. Mais par exemple, créer un mode rando ou un mode à l'étranger qui active de multiples paramètres de réduction de données de performance dans son OS, mais aussi dans plein d'autres applis. On peut obliger. Et enfin, là, celui-ci, c'est pour faciliter l'accès à des paramètres, il faudrait construire ses propres moyens d'activer des paramètres. Par exemple, que l'image d'une vidéo se désactive si je retourne mon téléphone, donc avec un capteur, en fait, d'utiliser des capteurs, des capteurs de luminosité ou le gyroscope, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Ou l'accéléromètre, etc. Ou de choisir d'activer un paramètre avec, je sais pas, avec un geste. Si je slide de 3 doigts, la qualité augmente.
ou alors un bouton ou alors un enchaînement de boutons sur mon téléphone. Enfin, l'idée, c'est de, plutôt que d'aller, vu que les paramètres sont loin, de les rapprocher en fait de l'usage par un peu différents capteurs, boutons, et automatiser un peu ça. Bref, c'est un peu paramétrer la manière de paramétrer pour faciliter un usage plus fréquent. Des applications peu paramétrables, donc ça c'est le 5e constat, c'est que quand même, de manière générale, les applications mobiles proposent assez peu de paramètres. On constate en revanche que les alternatives libres en proposent en général bien plus parce qu'en fait, ils n'entrent pas en conflit avec leur modèle économique. Par exemple, on a NewPipe ou LibreTube, qui est donc, je disais, alternative libre qui permet de lire YouTube sans publicité. En fait, YouTube ne nous laisse pas ne pas télécharger la vidéo quand on verrouille l'écran. Eux le font. Et plein d'autres choses. Ils nous permettent aussi, par exemple, de choisir la qualité automatique quand je suis en 4G ou en Wi-Fi. Ils permettent de télécharger en avance. Ils permettent aussi de ne pas afficher, donc ça c'est ça, ne pas afficher les recommandations algorithmiques sur la page d'accueil, et donc aussi peut-être d'en réduire l'usage. Sur Mastodon, qui est un réseau social libre et décentralisé, alternative notamment à Twitter, propose la suppression automatique de posts via une date de péremption, parce qu'en fait son modèle n'est pas basé sur la collecte de données, la captation de l'attention, contrairement à Twitter. J'ai mis ça aussi parce que parfois, je dis que les applications sont peu paramétrables, des fois il y a des paramètres, mais en fait cette moindre paramétrisation elle est un peu plus subtile, parce que certains paramètres parfois complexes sont là, mais tombent dans une binarité un peu simplifiante, activer, désactiver. Ça, c'est une manière de réduire en fait la paramétrisation, le paramétrage. Et donc, ça réduit donc, les marges de manœuvre et la compréhension des impacts. Donc, ça veut dire quoi? Faire des applications plus paramétrables avec des paramètres écologiques. Donc, voici un peu d'autres idées en vrac. Enfin, en vrac, un peu trié quand même. Première idée, peut-être faire des paramètres pour des smartphones qui vieillissent. Donc 90 à 95% de l'impact d'un smartphone est lié à sa fabrication en France. Et donc il faudrait des paramètres qui nous permettent de faire fonctionner le plus longtemps possible en fait nos dispositifs. Et ce, peut-être avec des fonctions cassées, dépréciées. Alors ça existe un peu, mais par exemple sur iPhone, vous pouvez, si votre bouton est cassé, recréer un bouton virtuel. Et ça c'est une manière de pouvoir continuer à l'utiliser un peu plus longtemps si il est cassé. Ou on pourrait ici imaginer, je sais pas, un GPS seulement au son. Alors ça c'est pas juste au son, mais je pense à ce projet Derive qui est un GPS sans carte, où juste on a la direction. On pourrait avoir la même chose avec plutôt que l'écran, juste le vibreur, un peu comme une boussole quoi. Donc tous ces paramètres pourraient avoir un intérêt concret pour des personnes aussi handicapées et déficientes. On peut même aussi imaginer choisir de désinstaller des paramètres qui permettent de choisir de désinstaller certaines fonctions dans les applications pour qu'elles soient plus légères et économes à utiliser ou à stocker. Certains proposent déjà des versions light comme Instagram Lite, mais en fait ça a été donc une version très light de Instagram, mais qui a été faite juste pour les pays plus pauvres. Donc en Europe, c'est difficilement, je crois qu'on n'a pas le droit de l'installer. Voilà. Autre piste, c'est trouver trouver un vocabulaire lexical et graphique de l'écologie. En fait, de nombreux mots et représentations font croire à un numérique sans friction, sans corps, sans impact. Alors, l'image phare, c'est un peu le cloud, le nuage. Ça, c'est un projet qu'on avait fait. On a remplacé plein de pictos par des pictos. Enfin, c'est une bibliothèque de pictos pour une tech plus intelligible. Donc peut-être remplacer graphiquement et lexicalement les métaphores un peu du numérique, donc là remplacé par l'ordinateur de quelqu'un d'autre, contribue à ramener un peu de sa matérialité plutôt que ce truc du nuage. Ou ce bouton du petit avion en papier sur l'envoi de messages, de messagerie instantanée, qui contribue quand même à renvoyer à une infrastructure sans intermédiaire, légère, etc. Et donc nous, on avait déjà fait un peu ce travail-là sur un autre cahier d'idées, sur un navigateur écologique, sur comment changer de vocabulaire. Par exemple, changer le bouton de lecture, donc le petit triangle, par un bouton de téléchargement, parce que c'est ce que fait techniquement un navigateur web, comparé à
regarder la télé ou écouter la radio, il télécharge. Il télécharge même si parfois ce téléchargement c'est un peu un panier percé parce qu'en fait il faut le retélécharger à chaque fois. Mais si on change en fait ce vocabulaire-là, on change notre perception du numérique et peut-être que c'est aussi on sera plus attentif peut-être à lancer ou pas un contenu. Et cette approche pourrait s'incarner dans les mots des paramètres plutôt que dire activer la lecture automatique, on pourrait dire activer le téléchargement automatique. Et voilà, et tout ça nous contribue à nous faire poser la question, est-ce que ça vaut le coup de l'activer ? Je l'ai mis là. Ah oui. Un autre truc aussi sur cette question de vocabulaire, mais c'est plus de la sémantique. En fait, il serait intéressant de faire basculer ce qui est considéré comme un état normal ou neutre dans une fonction d'un paramètre. Par exemple, le mode économie d'énergie est souvent à activer, et quand je l'active, j'ai une petite icône en haut qui me dit c'est bien activé. Si on change la sémantique, on pourrait se dire en fait c'est l'inverse qui devrait se passer, c'est que de base, c'est sobre, les applications sont sobres, et en fait, on va activer des modes performance, surconsommation à la demande, et non l'inverse. Et ça me fait penser à cet exemple de Google Home, que je trouve assez fou, mais Google Home, quand les micros est déconnecté, il clignote. Quand il est donc allumé et qu'il écoute, il clignote plus. Donc en fait, l'état normal considéré par le Google Home, c'est d'écouter. Donc c'est un choix de conception, qui est un choix aussi politique, qui nous suffit d'interroger ici. Coparamétrage. Par exemple, l'idée c'est peut-être dans un groupe de messagerie, ça c'est dans Telegram, mais pour décider ensemble via un système de vote, Telegram ne le fait pas, c'est pour l'exemple, mais de décider ensemble, collectivement, via un système de vote, ce que fait un groupe de messagerie, la taille par défaut des images, leur autosuppression, en fonction du rôle de ce groupe, est-ce que c'est des blagues, est-ce que c'est du pro, est-ce que c'est du familial. Toujours un peu dans ces idées de collectif, on peut aussi imaginer choisir la qualité d'une vidéo YouTube en fonction de ce que recommande le créateur, peut-être, c'est plus ou moins le cas aujourd'hui, ou la créatrice, ou même la moyenne de ce que choisissent les gens en fait, quand ils utilisent en fait, ce type de contenu. On pourrait aussi importer les paramètres et les modes d'autres personnes, d'autres communautés. Voilà, donc peut-être qu'il y a là, vu que les gens ne font pas forcément l'effort de paramétrer, peut-être qu'il y a là un truc à faire, cette chose collective. Et enfin, donc déplacer le lieu du paramétrage, ça je vais passer, mais l'idée c'était plutôt que de le mettre dans un onglet, paramètres, de le sortir et le mettre peut-être au niveau de l'expérience du contenu. Par exemple, au moment de régler la photo, de pouvoir choisir la date de péremption de la photo. Ou là, on peut même aller à un niveau, au niveau du réseau, avoir des paramètres au niveau du routeur, par exemple, pour agir au niveau du réseau Wi-Fi. On a déjà des paramètres de limitation au niveau du contrôle parental. Pourquoi on pourrait en avoir d'autres? Donc ça, c'est PyHall qui est un genre d'adblocker au niveau du réseau. Et je termine sur celui-ci. Donc celui-ci, c'est imaginer des paramètres de la limitation, de la friction volontaire, de la saisonnalité du numérique. On nous a habitués en fait à un numérique toujours connecté H24, sans friction. Peut-être il est intéressant de questionner, on a parlé un peu plus haut sur la saisonnalité de la consommation du numérique, à quel moment on consomme du numérique, et rajouter un peu de la friction. Sur Brunch Magazine, vous pouvez, en fonction la définition des médias, descendre si le mix électrique de votre pays est moins carboné ou pas. Apple, il charge vos téléphones en fonction de, pareil, si l'électricité est moins carbonée ou pas. Windows 11 le fait aussi pour la mise à jour. On a Solar Protocol qui est intéressant aussi, qui vous fait accéder à un site web sur différents serveurs qui sont alimentés en solaire, et il faut alimenter là où il y a le plus de soleil. Voilà, on peut aussi imaginer une icône d'une app qui disparaisse pendant les pics de visite pour ne pas vous inciter à cliquer dessus par réflexe, réseaux sociaux, etc. Des paramètres qui réduisent la qualité de contenu en fonction du nombre de... la qualité du contenu s'il fait chaud, etc. etc. Donc ça, je vais passer parce qu'on va passer aux questions. Donc voilà, donc ça c'était plein de pistes. On va les publier prochainement. Je voulais du coup vous partager, donc il y a le lien si vous voulez en fait des dataviz en emoji du coup qui sont super légères que je vous ai montré en haut. Il y a une newsletter qui s'appelle Limite numérique, si ça vous intéresse, ou qui est mensuelle, qui parle de tous ces sujets-là. Le lien vers l'enquête des paramètres, nos réseaux sociaux. Et voilà, et donc juste pour terminer, voilà, tout ça c'est un petit aperçu des vastes possibilités. Évidemment, je n'ai pas mentionné
mais une partie de ces idées ne peuvent exister sans un changement aussi du modèle économique et concurrentiel des applications, puisqu'en fait la plupart bénéficient de cette collecte de données et veulent en montrer toujours plus en termes de fonctionnalités. Donc il y a peut-être aussi là une réflexion sur ce qu'on considère être une meilleure application, nous. Et peut-être une réflexion sur nos modèles de conception. En design, on parle de user-friendly, il faut faire le plus simple possible avec le moins de boutons, moins de clics. Et on finit par en faire des objets impraticables, irréglables, où les choix de quelques-uns des designers conditionnent les usages d'un milliard d'autres. Donc voilà, donc est-ce que, mot de la fin, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire justement un design du laisser-faire, un design de l'incapacitation plutôt que du contrôle et du parcours unique. Voilà, et du coup c'est tout le sens un peu de notre travail qu'on fait chez Praticable. Merci de m'avoir écouté. Ouais. Feedback et moi. Je t'entends, ouais. Si c'est enregistré, je peux répéter sinon. Mais... déjà, merci, parce que ton sujet est super cool et avec l'accessibilité, c'est vraiment ça fait partie des sujets qui sont pas du tout mis en avant, ni dans ce qu'on fait, ni dans les choses qu'on peut apprendre par nous, etc. Donc c'est cool. Je suis content d'avoir assisté à ce cours. Merci. Ma question, c'est aussi tout votre travail quand vous conceptualisez un peu des changements, etc. Et j'ai vu qu'il y a des choses qui touchent un peu à l'OS, notamment ce qui touche à la partie Android, etc. Donc ça va extra app, et ça va être concrètement sur l'utilisation de mobile. Dans un monde parfait, il faudrait travailler directement avec les constructeurs et en gros Google, Samsung et autres Apple pour Ouais. le challenge est gros. Ouais, la question c'est de travailler directement aussi avec l'OS et pas juste avec les applications parce que ça déborde. Effectivement, l'OS est un moyen aussi de centraliser les paramètres. Il y a aussi, enfin oui, on y touche un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le design à la fois dans les applications et dans les OS. On a une grosse partie en vrai sur les OS. On a aussi un travail un peu du coup. Nous, avec le laboratoire d'informatique, sur regarder un peu ce qui se passe dans les OS au niveau de l'obsolescence, parce que aussi on jette nos téléphones parce que nos OS ne sont pas forcément à jour, du coup il y a un enjeu là-dessus. Mais oui, que dire là-dessus en fait, oui, il faudrait bosser sur ça, mais en fait, comme je disais, il y a un enjeu économique, évidemment. On essaie de trouver des pistes, mais on sait très bien qu'il y a je pense 99% des pistes ne s'intègrent pas directement dans des applications produites par les GAFAM, les logiciels produits par les GAFAM, parce qu'ils ont tout intérêt à augmenter le nombre de données, etc. Enfin, ce que j'ai dit avant. Donc oui, dans l'idéal, ouais. Mais du coup, c'est pour ça aussi on regarde un peu du côté des OS libres. Il y a, je sais pas si vous connaissez i/OS ou Murena, qui est un OS libre qui est complètement dégooglisé, voilà, qui est intéressant aussi. Ok, ouais, merci. Ouais, c'était très très intéressant. Moi, j'ai une double question. La première, c'est est-ce qu'on arrive à chiffrer l'impact positif d'une meilleure information et incitation de l'utilisateur sur le paramétrage et puis sur la paramétrisation, donc au niveau conception. Est-ce qu'on arrive à mesurer un certain impact positif sur l'empreinte du numérique? Et puis la deuxième chose, c'est pour croiser un petit peu ce qui vient d'être dit, est-ce que justement le travail sur les OS et puis sur la conception, est-ce que selon vous, ça doit passer par la régulation, comme ce qui se fait sur les données, sur la concurrence par exemple? Voilà, merci. Ouais. Pour la deuxième question, oui, bien évidemment.
on échange en ce moment un peu avec, notamment avec l'ARCEP, l'autorité de la régulation des communications, enfin tout ce qui s'occupe du réseau en France. Mais voilà, mais enfin effectivement, il faut de la régulation. En France et en Europe, on n'est pas trop mal. Enfin, on n'est pas trop mal. On est loin de ce qu'il faudrait faire, mais comparé aux autres pays, on n'est pas trop mal. On est assez engagé là-dedans. Il y a la loi Rennes qui oblige d'avoir une stratégie de numérique responsable, notamment pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, des choses comme ça. Il y a le RGESN qui a commencé à être sorti, donc qui est un peu comme le RG2A, donc le règlement, celui-ci c'est le règlement pour l'éco-conception de services publics, le RGESN. Et donc il y a des choses qui se font, qui se mettent petit à petit en place, mais complètement, il faut de la régulation, justement, sinon on fait des trucs pour des entreprises qui n'ont pas d'intérêt à le faire, parce que, voilà, enfin bref. Donc deuxième question, oui. Sur la question de l'impact, alors, oui, il y a un impact, le truc c'est de mesurer en fait l'étendue de cet impact est très compliqué, parce que, en fait, alors le numérique c'est très compliqué à calculer. Il y a énormément de débats sur la mesure, sur enfin, on titille un peu sur est-ce que c'est tant, est-ce que c'est tant. En fait, le numérique, c'est qu'il y a plein d'impacts, comme je disais. C'est pas que du CO2. Un téléphone, c'est 10 steaks hachés en termes de CO2. Et en fait, c'est parce que les impacts sont pas juste dans le CO2, ils sont sur l'appauvrissement enfin des ressources abiotiques, il est sur l'eau, ici sur plein de trucs, etc. Et en fait, il y a le fait d'utiliser un service, c'est très très compliqué parce qu'il y a plein d'étapes à regarder, et ne serait-ce que le poids d'un mail, enfin l'impact d'un mail, qui par ailleurs est ridicule, mais bon, bref, il y a plein de choses à compter, et c'est très difficile. C'est pour ça que souvent on divise entre terminaux, réseaux et data center. Donc c'est très compliqué, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne rien faire. En fait, on connaît déjà les leviers, on connaît qu'il y a des impacts. C'est juste qu'on n'arrive peut-être pas encore bien à identifier. Enfin, si, on arrive assez bien à identifier que la plupart des impacts, c'est la fabrication du matériel. Donc ça, voilà. Après, le savoir, est-ce que réduire telle ou telle chose de la vidéo, quel impact ça va avoir sur ce renouvellement, et bah, voilà, c'est un champ de recherche qui est en cours, qui est encore très jeune aussi en France. Donc voilà, donc c'est compliqué, mais ça n'empêche pas qu'en fait on connaît quand même les leviers, on connaît les impacts globaux, et ça ne nous empêche pas d'agir. Ouais. Vous en avez déjà un peu, je pense, déjà commencé à répondre, mais en termes d'éco-conception, est-ce que vous connaissez ou travaillez, ou vous êtes en train de travailler sur des outils qui permettent justement de mesurer l'impact de tel ou tel choix qu'on peut faire d'un point de vue conception? Je sais pas, par exemple, le fait d'utiliser un écran noir en termes de consommation de batterie, donc forcément effet boule de neige, ce genre de choses-là, par exemple. Ouais. Est-ce que vous avez déjà, ou vous connaissez des outils qui permettent de mesurer ces impacts-là et qui nous permettent, nous, en tant que développeurs ou concepteurs d'applications, de se dire si on fait ce choix-là, économiquement, c'est déjà plus judicieux que sur les paramètres sur lesquels on peut évoluer, quoi. Nous, on le fait pas parce que c'est pas notre travail. Il y en a d'autres qui le font bien mieux. Il y a déjà pas mal d'articles en fait scientifiques sur ce sujet-là. Il y a aussi, c'est un peu la foire aux calculettes et aux tableaux de bord. Un peu en ce moment, vous allez au Green Tech Forum, il y a que ça, des outils de mesure. Le truc, c'est des outils de mesure qui sont essentiellement CO2 et qui parlent juste de là, l'impact en termes d'énergie du data center, des choses comme ça, qui sont genre un seul truc. Donc ouais, non, nous on n'a pas des outils de mesure parce que, enfin, je répète, c'est pas c'est un travail, et en fait c'est pas ce qu'on fait. Nous on travaille vraiment sur les enjeux design. Donc voilà, donc il y a plein d'outils de mesure, mais être prudent parce qu'en fait ils ne montrent qu'une petite partie. Et puis c'est souvent des entreprises qui vendent ces outils de mesure à des grosses entreprises qui après ils ont juste à faire sur la ligne comptable carbone, ça nous a coûté tant, on va l'inverser avec du plantage d'arbres, ce qui est complètement débile. Mais voilà, le conseil que je donnerais le plus intéressant, c'est pas alors il y a des outils de mesure, je pourrais vous montrer. Il y a des outils de mesure pour calculer quand même l'impact de son code, de ce data center, etc. Mais si je devais conseiller, ce serait plus en fait d'aller se cultiver en fait sur ce que font les impacts de chacun des petits trucs. Par exemple, tu parlais de l'écran noir. L'écran noir a pas tellement d'impact. Le changer, mettre des pixels noirs pour un pixel blanc, déjà, ça dépend de la technologie d'écran. Et deux, en fait, comme je disais, ce qui est important, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Un
un smartphone, 90 à 95% est lié à sa fabrication en termes d'impact, et le reste c'est l'utilisation. Donc ce que tu vas faire sur ton écran de quelques pixels, et, ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'utilisation. Donc ce qui est important, c'est pas avoir la mesure très précise, c'est avoir l'ordre de grandeur et se dire, bon voilà, mon objectif, nous c'est ce qu'on se dit, c'est notre objectif, c'est quand même de réduire la taille du numérique, de peut-être le moins l'utiliser, ou réduire le nombre d'équipements, ou alors surtout allonger la durée de vie, et comment notre choix de conception peut aller là-dedans. Et voilà, après si tu veux t'amuser, c'est toujours bien à réduire ton code de quelques octets, c'est bien, mais il vaut mieux réfléchir en termes d'allongement de la durée de vie, des performances, des choses comme ça. Je réponds à moitié à ta question, mais voilà. Ouais. Je peux compléter la réponse. Moi, je pilotais des projets de développement d'applications mobiles. Je me suis beaucoup renseignée en fait sur l'éco-conception. Et il y a l'ISIT qui a mis en place des critères, une checklist en fait sur l'éco-conception. Donc ça part de la stratégie, des besoins, des besoins qui sont exprimés. Ensuite, ça va sur la partie design, sur la partie développement, sur la rédaction des spécifications. Donc en fait, ces critères, ils existent. Il suffit juste aux équipes de les mettre en place. Voilà, il y a des choses à mettre, il y a des choses à changer parce que tout le monde dit on n'a pas le temps, on a autre chose à faire, il y a d'autres contraintes, etc. Mais les critères, ils sont dispo et en fait, ça tient qu'à nous de les mettre en place, quoi. Il faut aller voir sur l'ISIT et c'est les incontournables critères. Voilà. Il y a 80 catégories ou une soixantaine de catégories et franchement, il y a de quoi faire. Vous pouvez aller aussi sur Boa Vista, c'est un projet, c'est une association mais qui travaille vraiment sur l'empreinte environnementale du numérique et qui est plutôt bien. B-O-V-I-Z-T-A, Boa Vista, il manque des lettres, B-O-V-I-Z-T-A, c'est ça. Voilà, des gens que je conseille. Oui, merci pour la conf. Moi, j'avais une petite question sur le fait un petit peu de cautionner, par exemple, typiquement là sur le côté réseaux sociaux. Est-ce que embarquer dans son application le fait de pouvoir partager sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, dont des plateformes comme Instagram, Facebook ou Twitter qui ont des data centers énormes et qui vont pas forcément les gérer de manière écologique, est-ce que ça peut faire partie de cette démarche aussi, où on n'est pas responsable de cette partie-là? Ouais, complètement, c'est un sujet qui est très présent chez nous parce qu'on s'interroge sur que faire en tant qu'entreprise en fait, pour ça. C'est pour ça qu'on est du coup sur Mastodon. En fait, c'est un peu facile de critiquer, mais si on n'offre pas la possibilité d'être sur d'autres réseaux, voilà, donc nous on considère que notre rôle c'est au moins d'être sur Mastodon pour ces raisons-là. On ne peut pas forcément s'extraire de tous parce qu'en fait on parle à plus personne après parce que notre but c'est quand même d'embarquer les gens avec nous et voilà, mais voilà, on réfléchit en tout cas il y a certains réseaux qu'on n'utilise presque plus, mais oui. On est bon. Ok, merci. Merci Thomas.